Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui d'un des plus grands drames de l'économie française, la dette publique. Et oui, qui ne cesse d'exploser, de battre record sur record. Et là, on commence bien sûr à s'inquiéter parce que les taux d'intérêt augmentent, la récession s'installe. On a également les marchés boursiers qui paniquent un petit peu au niveau français, au niveau également mondial. Nous allons parler de tout ça, bien sûr. Et donc, quels sont les risques pour 2023? Est-ce que ça va continuer? Comment peut-on faire pour éviter justement ces dangers? Est-ce qu'on va retrouver enfin en France le bon sens pour réduire cette dette publique? Voilà, toutes les questions auxquelles nous allons répondre maintenant avec bien sûr des graphiques réalisés toujours sans trucage. Mais attention, je préfère vous prévenir, il y a des graphiques un petit peu difficiles à supporter. Donc pour les âmes sensibles, il faut se préparer, mais on va y arriver. Il faut dire la vérité. Donc on y va tout de suite avec ce premier graphique incroyable. On le voit tous les trimestres, mais sauf qu'il ne cesse d'augmenter. Ici, vous avez la dette publique de la France. Alors les bâtonnets rouges, c'est la dette publique en milliards d'euros. Eh bien regardez bien, nous sommes exactement au troisième trimestre 2022 à 2 956,8 milliards d'euros. Certainement nous allons dépasser la barre des 3 000 milliards d'euros au quatrième trimestre ou au plus tard, on va dire début 2023. Donc ça y est, c'est fait. En pourcentage du PIB, on est quasiment à 114% du PIB. Ça, là aussi, on va dépasser. On était à 120% il y a quelques temps. Mais tout ça pour dire que malheureusement, eh bien, la France n'arrive pas à réduire cette dette qui ne cesse d'augmenter et qui fait de la France l'un des pays au monde où il y a le plus de dette publique. Nous sommes quasiment champion du monde. Oui, on l'a pas été en foot, on l'a raté de peu, donc c'est pas un lot de compensation parce qu'évidemment on pourrait s'en passer. Et c'est vrai que en termes de, là vous avez les principaux pays du monde avec les plus grosses dettes. Et nous avons donc les États-Unis bien sûr, 26 000 milliards d'euros. Hein, j'ai transcrit en euros bien entendu, sachant que les États-Unis évidemment c'est beaucoup plus gros que la France. Ensuite nous avons le Japon, 11 000 milliards d'euros de dettes, sauf que chez eux au Japon 98% de la dette publique japonaise donc est détenue par des Japonais, alors que chez nous c'est que la moitié de notre dette qui est détenue par des Français. Donc ça veut dire que ça peut être dangereux, surtout pour les taux d'intérêt, on va en parler. Ensuite, on a la Chine. Bon, bah là, évidemment, avec 1,4 milliard d'habitants, ils ont 9 000 milliards d'euros de dette. Mais si on enlève ces trois pays, donc un petit peu spéciaux, va-t-on dire, eh bien, la France est bien championne du monde de la dette. Voilà, 2 956,8 milliards d'euros. On a ensuite l'Italie. Hein. Souvent, l'Italie était devant nous. Ben non, là, ça y est, depuis quelques trimestres, maintenant, depuis 2021, nous sommes passés devant l'Italie et ça continue. Ensuite, le Royaume-Uni. L'Allemagne, évidemment, qui n'est pas très loin, mais tout de même, c'est vrai qu'elle est bien loin de nous, sachant qu'elle a une population plus élevée, un PIB beaucoup plus élevé que le nôtre. On a l'Inde également, bon, un pays énorme. Alors le Canada, on me demande souvent d'en parler, je salue nos amis canadiens qui nous écoutent, évidemment. Là, le Canada qui avait énormément de problèmes de dette publique aussi, hein, dans les années 80-90, et puis ils ont fait des réformes, ils ont sauvé leur économie. Il y a quand même toujours beaucoup de dettes. Ensuite l'Espagne et ainsi de suite. Donc tout ça pour dire que la France, évidemment, est extrêmement bien placée. Et surtout, le problème, c'est que ça n'arrête pas d'augmenter. Et puis, parallèlement, si à la rigueur, on augmentait notre dette, mais qu'on avait une croissance forte à côté, qu'on avait beaucoup de PIB qui augmentait, on pourrait dire, bon, au diable l'avarice. Mais ce n'est pas le cas. Et là, effectivement, un graphique très compliqué, très dur, très triste, va-t-on dire. Là, vous avez l'évolution comparée donc, de la dette publique, en France, bien sûr, hein, donc c'est la courbe rouge, et la courbe bleue, c'est le PIB français, avec l'inflation donc, que nous créons chaque trimestre, finalement. Donc, on voit bien que dans les années 90, il y avait un écart à l'avantage du PIB, 525 milliards d'euros de plus, et puis avec le temps, évidemment, ça s'est inversé. Et là, regardez bien ces chiffres incroyables. Là, c'est vraiment, ça fait quand même froid dans le dos. Du quatrième trimestre 2019 au troisième trimestre, donc 2022, regardez bien, la dette publique française a augmenté de 581,9 milliards d'euros. C'est incroyable. Et parallèlement, le drame, c'est que si d'ailleurs le PIB avait augmenté d'autant, on pourrait dire, bon, ça va, ça passe. Mais non, le PIB n'a augmenté que de 161,3 milliards d'euros. Chiffre INSEE, bien entendu, que vous pouvez avoir sur Internet, c'est tout à fait libre. Et donc, on voit bien cet écart incroyable. Et ce qui fait que, bien aujourd'hui, l'écart entre la courbe rouge et la courbe bleue est de 355,4 milliards d'euros. Voilà le drame. Et ça fait longtemps que c'est là. Alors, bien, on commence en 2017. Et si on va depuis le 2017, 685,2 milliards d'augmentation de la dette publique, 322 pour le PIB. On voit que plus le temps passe, plus la teneur en croissance, en création de richesse de la dette est faible. Donc plus la dette publique augmente, moins le PIB augmente. Ça, c'est extrêmement dangereux. Ça veut dire que cette dette n'est plus soutenable, puisqu'aujourd'hui, et ça d'ailleurs depuis 2007, hein, juste pour rembourser les intérêts de la dette, il faut encore s'endetter, ce qu'on appelle la bulle de la dette. Et l'agence France Trésor nous l'a annoncé dernièrement. Pour 2023, elle annonce au moins une émission de dette de 270 milliards d'euros uniquement pour la France.
France, bien sûr, oui, parce qu'il y a la nouvelle dette qui arrive, l'ancienne dette donc, qui est à échéance, donc il faut la renouveler, bien entendu, plus le déficit public, plus les intérêts de la dette, donc c'est énorme. Alors surtout, pendant le coronavirus, ça ne coûtait pas grand-chose, du moins en 2020, voire 2021, le taux d'intérêt était à zéro, maintenant que le taux d'intérêt commence à augmenter, là, ça nous coûte très cher. Donc on va annuler de la dette où le taux d'intérêt était faible pour de la nouvelle dette avec des taux d'intérêt élevés. Voilà le drame, et donc ce graphique le montre. Les taux d'intérêt repartent de nouveau à la hausse sur la dette publique française. Donc là, on a les taux d'intérêt à 10 ans des obligations de l'État français. Donc on voit bien, on était en taux négatif donc en 2021 encore. Puis après, hop, ça explose tout sur 2022. C'est un peu le bilan de l'année. On revient vers normalité, entre guillemets. On remet les pendules à l'heure. Alors on est monté à 3% il y a quelques semaines. Après, ça a un petit peu baissé. Et puis ça y est, ça redémarre. Là, au moment où je vous parle, on est à quasiment à 2,8% de taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique française. Et ceci revêt un coût pour l'État français de l'ordre de 110 milliards d'euros de charges supplémentaires d'intérêt de la dette sur 10 ans. Et évidemment, ça va continuer. Donc cette charge va encore s'accroître, malheureusement, avec le temps. Donc encore une fois, il va falloir financer tout ça. Le contribuable va payer. Et si le taux d'intérêt augmente, ça va casser l'activité économique. On parlait de la semaine dernière de l'immobilier, donc une chronique qui a d'ailleurs fait couler beaucoup d'encre. Merci pour votre fidélité. Et parallèlement, ce qui va générer une baisse de l'activité économique. Et donc, s'il y a moins de croissance, voire de la récession, il y a plus de déficit, donc plus de dettes. Et c'est le cercle pernicieux, évidemment. C'est ça qui est extrêmement dangereux. C'est le cas pour la France. C'est également le cas pour l'ensemble de la zone euro. Ici, je vous ai mis évidemment l'Italie et la Grèce. Alors d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt à 10 ans de l'Italie est passé devant le taux d'intérêt à 10 ans de la Grèce. Et oui, donc l'Italie commence à inquiéter particulièrement. On va certainement bientôt retrouver les 5% de taux d'intérêt donc à 10 ans sur la dette publique italienne et grecque. Donc là aussi, vous comprenez bien que si déjà pour la France à 2,8, c'est douloureux, pour l'Italie et la Grèce à quasiment 5%, c'est encore plus dramatique. Et c'est ça le drame. Comment va-t-on faire pour stopper l'hémorragie? Alors normalement, quand il y a une récession, eh bien, les banques centrales devraient arrêter de monter les taux d'intérêt. Mais comme il y a une inflation énorme, eh bien, ces banques centrales continuent de le faire. C'est le piège, on l'a souvent évoqué ici même. Elles sont tombées dans leur propre piège. Elles n'ont pas voulu voir l'inflation en 2021 et même en 2022. Rappelez-vous, il y a encore quelques temps, Madame Lagarde disait « Non mais l'inflation, ça ne va pas durer. » Puis alors, dernièrement, c'était encore pire. Je pense que c'est la phrase de l'année. Elle nous disait on ne sait pas d'où vient l'inflation. L'inflation vient de nulle part. C'est incroyable, évidemment, pour la présidente de la BCE, dont l'objectif unique, rappelons-le, c'est de maintenir les prix relativement bas. On voit bien que là, on a un petit problème. Et donc, c'est pourquoi, aujourd'hui, les banques centrales continuent d'augmenter les taux d'intérêt parce que l'inflation est beaucoup plus forte par rapport à leur objectif. Alors, bien sûr, ça commence aux États-Unis. Donc là, on voit les États-Unis, donc les taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine, la courbe rouge. La courbe bleue, c'est l'inflation. Alors c'est que l'inflation a un petit peu baissé. Bon, on est toujours autour des 7% d'inflation, c'est quand même pas rien, n'oublions pas. Et donc la Réserve fédérale a monté son taux d'intérêt monétaire à 4,5%. Elle va monter à 5, voire 5,5. Donc évidemment, ça veut dire que la base de départ des taux d'intérêt à long terme augmente. C'est-à-dire que c'était il y a 0 il y a quelques mois, là c'est 4,5 et ainsi de suite. Donc ce qui va casser là aussi l'activité économique. Alors bien sûr ensuite, la Banque centrale européenne, emboîte le pas, j'ai envie de dire. Elle suit avec plusieurs trains de retard la Réserve fédérale. Donc là, on voit l'écart de taux d'intérêt. La courbe rouge, c'est aux États-Unis. La courbe bleue, c'est la Banque centrale européenne. Donc là, on les a augmentés effectivement aujourd'hui donc à 2,50. On va bientôt passer à 3, peut-être même 3,50% de taux d'intérêt. Donc c'est quand même des plus hauts depuis la précédente crise, entre guillemets. Donc ce qui veut dire que là aussi, on a des niveaux qui vont générer une activité en berne. Et c'est ça le drame, c'est que malgré cette remontée des taux d'intérêt, vous voyez, ça c'est la Banque centrale européenne, elle a un objectif d'inflation à 2%, mais là, comme on est à 10% d'inflation au mois de novembre, on aura bientôt les chiffres du mois de décembre, on va rester autour des 10%, même on va un petit peu monter en début d'année via des effets calendaires, parce que beaucoup d'entreprises négocient leurs tarifs, notamment énergétiques, à l'année. Donc début 2023, l'inflation va encore augmenter. Donc on voit que malgré un taux d'intérêt, un taux réfi à 2,5%, on est encore très très loin du compte. Rendez-vous compte, 10% de taux d'inflation, alors qu'on a un objectif de 2% d'inflation. Évidemment, ce n'est pas une erreur de l'épaisseur du trait, c'est, je dirais, une vraie plantade, entre guillemets, ce qui veut dire que là aussi on perd en crédibilité, et ce qui génère évidemment ce drame sur l'ensemble de la zone euro, avec en plus de cela une récession qui est en train de s'installer. Donc là on a les derniers indicateurs du mois de décembre qui viennent de sortir, ils sortent un petit peu en avance parce qu'il y a les fêtes de fin d'année comme d'habitude. Donc on voit le mois de décembre, ça s'améliore un petit peu, donc c'est la courbe rouge, donc l'indicateur composite de tous les secteurs d'activité pour la zone euro, c'est la croissance ici, en courbe bleue.
Donc on est toujours sous la barre des 50, donc toujours en baisse de l'activité. Vous voyez, ça fait quasiment 4 mois que ça dure, donc nous sommes bien sur une récession. Et pour la France, là aussi, eh bien, on avait cru pendant un certain temps, du moins certains, qu'on allait éviter la récession. Eh bien non, même l'INSEE, moi je me rappelle ici même, j'ai annoncé que le PIB français allait baisser au 4e trimestre. On dit mais non, c'est pas possible. Ça y est, l'INSEE a annoncé moins 0,2% pour le 4e trimestre pour l'instant. Ça sera évidemment certainement pire. Et voilà les indicateurs avancés. Donc toujours des directeurs d'achat, la barre à 50, en vert c'est dans les services, en rouge dans l'industrie, on est en dessous des 50 dans les deux cas, donc c'est-à-dire que le PIB, là aussi, on aura une baisse de PIB, donc une récession qui est en train de s'installer. Si on regarde maintenant un petit coup d'œil rapide pour l'ensemble des pays dont nous avons aujourd'hui les données d'enquête, alors il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai, parce que généralement c'est en fin de mois qu'on a tous les pays, on les aura d'ailleurs début du mois de janvier. Là on voit bien qu'à part le Japon, on est pile à 50 sur 10, donc composite, ça veut dire tout secteur d'activité, donc c'est quand même la frontière entre le recul et la croissance, mais enfin c'est quand même pas génial, surtout qu'on était déjà en baisse d'activité au mois de novembre. Si on voit les autres pays, ben voilà, vous avez dans l'ordre le Royaume-Uni, l'Allemagne ça va un petit peu mieux, vous voyez, mais c'est toujours évidemment en récession, la zone euro, bon, le monde, on avait un indicateur de 48 au mois de novembre qui était un plus bas depuis le printemps 2020, ça risque de continuer donc au mois de décembre, et arrive ensuite la France, l'Australie. Alors la Chine, pour l'instant, il y aura certainement un petit rebond, on n'a pas encore les chiffres, parce qu'ils ont limité leur stratégie de Covid-0, si c'est une stratégie, je ne sais pas trop, mais bon bref, toujours est-il qu'ils vont avoir une petite amélioration, mais toujours est-il que bon, ben, ça reste pas génial. Et puis dernier, ça qui est incroyable, les États-Unis, 44,6, vous voyez qu'on est très loin de la barre des 50, donc la récession est en train de s'installer outre-Atlantique, et là évidemment il va y avoir des conséquences mondiales, bien sûr sur l'ensemble de l'activité économique, donc la croissance va baisser, et puis également sur les marchés boursiers. C'est pourquoi les marchés boursiers qui avaient eu un petit temps, justement un petit rebond, ben là de nouveau s'inquiètent à juste titre, parce qu'ils ont à la fois les taux d'intérêt qui vont continuer d'augmenter à cause de l'inflation, à cause de la dette publique, et parallèlement il y a la récession qui est en train de s'installer au niveau mondial. Et donc comme les marchés sont censés normalement anticiper les profits de demain qui viennent justement de l'activité économique, s'il y a une récession, il y a moins de profits, donc les marchés boursiers baissent. Donc on le voit ici, c'est le CAC 40. Alors c'est vrai qu'on a eu un beau rebond quand même, entre le 29 septembre et le 29 novembre, plus 17,5%, et puis après, ben voilà, chasser le naturel et revient au galop. On a de nouveau cette baisse sur les marchés boursiers, sur le CAC 40. Donc depuis le début d'année, pour l'instant, on est à moins 12,8% au moment où je vous parle. On fera le bilan de l'année dans quelques jours, mais c'est vrai qu'on est quand même sur un marché boursier qui reste extrêmement inquiet, notamment en France. Alors c'est encore pire aux États-Unis, notamment sur l'indicateur Standard & Poor's 500, donc l'indicateur des 500 plus grandes valeurs américaines. Donc là, on voit bien qu'on a vu là aussi chez nous un petit rebond, enfin aux États-Unis du moins un petit rebond comme chez nous, et parallèlement là, ça y est, ça rebaisse. Donc moins 20,4% donc depuis le début de l'année. Donc ça montre bien que on a une année 2022 quand même compliquée. Au tout début d'année, on a eu un record historique, et puis après, bam, ça s'est complètement effondré parce que justement, il y avait la hausse des taux, l'inflation, bien sûr la guerre en Ukraine qui n'en finit pas là aussi, et puis cette récession qui est en train de nouveau de s'installer et évidemment de faire des dégâts. Alors il y a pire que ça, c'est l'indicateur donc Nasdaq, donc des valeurs de croissance, où là aussi, on voit cet effondrement. Alors ça vient un petit peu remonter là aussi, puis de nouveau, ça repart à la baisse. On est quand même à 34,3% de baisse depuis donc, le mois de novembre 2021, vous voyez, un peu plus d'un an. Donc là aussi, on voit bien que ça y est, la bulle du numérique s'est bien dégonflé très fortement. Alors il y a des valeurs qui souffrent plus que d'autres, on fera une chronique bientôt sur l'ensemble de ces valeurs, mais j'ai choisi juste deux petits exemples. D'abord, le fameux Zoom, vous savez, les partages d'écran, les visioconférences en Zoom, qui avaient flambé évidemment pendant le coronavirus. On nous avait laissé voir que ça y est, on allait être tous enfermés pendant des années. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Donc l'action avait complètement flambé de plus de 800%, et là, c'est en train de s'effondrer. Regardez bien, moins 87,8%, donc depuis le sommet d'octobre 2020, et donc on revient sur un plus bas, vous voyez, depuis janvier 2020, tout début janvier 2020, donc même avant la pandémie. Donc c'est-à-dire que la valeur Zoom, qui pourtant donc a profité du coronavirus, maintenant ça y est, on arrive sur un niveau préalable à ce coronavirus. Donc voilà, tout ça pour ça, j'ai envie de dire. Et donc je pense aux investisseurs qui ont acheté évidemment au plus haut, ou même là, parce que même ceux qui ont acheté en 2019, vous voyez qu'ils sont quand même pas vraiment gagnants. Alors, d'autres entreprises évidemment sont toujours gagnantes. Alors j'ai donné l'exemple de Tesla, bien sûr, où là on voit bien cette croissance impressionnante, 1602% de hausse entre mars 2020 et novembre 2021. Bon, ça c'était formidable évidemment. Et puis ça y est, c'est en train de se dégonfler quand même, depuis le plus haut, moins 63,4%. On est sur un plus bas depuis novembre 2020. Vous allez me dire, bon, ça va encore. Enfin bon,
Toujours pareil, pensons à ceux qui ont acheté au sommet de la bulle en pensant que tout était au mieux dans le meilleur des mondes. Voilà. Donc nous ne sommes pas là pour casser l'ambiance, nous sommes là pour dire la vérité. Donc c'est ça le plus important. Donc que faire? Il faut faire le dos rond. On va avoir, je dirais, un premier semestre 2023 qui va être compliqué. La récession va rester là, malheureusement. On va avoir également une inflation qui va certes partir à la baisse à partir de la mi-2023 à cause justement de la récession. Mais sur la première partie de l'année, il va y avoir des difficultés, plus des risques sociaux et sociétaux, notamment en France, plus notre dette publique qui continue d'exploser. On va battre des records avec des augmentations de taux d'intérêt de cette dette qui vont évidemment casser l'activité économique. Donc vous avez compris, il faut bien profiter de ces fêtes de fin d'année pour peut-être faire la fête, ceux qui peuvent en tout cas, parce qu'on va avoir une année 2023, en tout cas il faudra prendre des forces, parce que début 2023 et le premier semestre 2023, il faudra s'armer de patience en espérant que ça ira mieux pour le second semestre, qu'il n'y aura pas de nouvelles guerres ou de crises géopolitiques. Voilà. En tout cas, espérons aussi que nos dirigeants auront le courage de prendre les bonnes mesures, ce qui évidemment n'est pas le cas depuis des décennies malheureusement, notamment en France. Et voilà ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Donc encore une fois, n'oublions pas, l'économie, c'est simplement des causes et des conséquences. Donc ce qui nous arrive aujourd'hui, ce sont les conséquences des erreurs stratégiques qui ont été faites en France depuis des années. Espérons donc que ça changera dans les prochains mois et les prochains trimestres. En attendant, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année à tout niveau. Profitez bien et puis on se verra très vite pour évidemment les vœux du nouvel an. Merci encore pour votre fidélité, c'était vraiment une année formidable de vos abonnements, etc. On est quasiment à 70 000 abonnés, l'ensemble des vidéos qui sont toujours très bien vues, le livre également Reset 2 qui fonctionne toujours très très bien. Merci encore à toutes et à tous. Eh bien, on va essayer de continuer comme ça, de dire la vérité et grâce à vous, on pourra s'en sortir. On sera des gagnants de cette crise et des crises à venir. Merci encore, bonne continuation, portez-vous bien et à très bientôt.